Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, dans le cadre de notre émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique congolaise, M. Deli Sesanga. M. Deli Sesanga, bonjour. Bonjour. Et comme d'habitude, cette émission, nous la présentons avec notre confrère Amba Owechi Baudouin. M. Amba Owechi Baudouin, bonjour. Bonjour, Chokfita. Et vous avez l'honneur de poser la première question à notre invité par rapport à toute l'actualité de notre pays. La première question, ça risque peut-être de vous contrarier. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'au moment où nous parlons, vous êtes encore membre du Rassemblement? On n'est jamais contrarié lorsque on porte clairement ses opinions. Les miennes, je les porte et nous sommes membres du Rassemblement parce que nous continuons à considérer que le projet pour lequel nous avons monté le rassemblement demeure à l'ordre du jour. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel et d'assurer à ce pays l'atteinte des élections qui soient des élections apaisées, libres et démocratiques. Et donc cette mission n'ayant pas été épuisée, je continue à être membre du rassemblement et je crois que ce combat est noble doit être poursuivi. Oui, mais M. Bruno Tshibala était le porte-parole du Rassemblement. Il a été arrêté le 9 octobre, libéré le 29 novembre, et le voilà aujourd'hui Premier ministre. Devrait-on parler du syndrome de Stockholm? Je ne sais pas si on parlerait du syndrome de Stockholm ou d'autres choses. Ce que je sais, c'est que pour certains, le chemin qui mène à la réussite, parfois pour certains ambitieux, qui mène de l'amitié à la réussite, qui mène de l'engagement, de la conviction à la réussite, a un nom. Ça s'appelle la trahison. Chacun assume ses positions. Il faudrait poser cette question à Tshibala, dont je n'ai pas vocation à être ni les porte-parole, ni l'écho. Je considère que pour le rassemblement, nous continuons à œuvrer pour l'avènement d'un pays démocratique à travers l'organisation des élections générales, élections au cours desquelles le président sortant, c'est-à-dire Joseph Kabila, ne pourra pas être candidat à sa propre succession. Tel a été le sens de notre combat et tel est le combat que nous poursuivons. Donc il faut poser cette question à Tshibala. Monsieur Deli Sesanga, nous parlerons de l'actualité brûlante, mais je voudrais quand même qu'on vide le problème du rassemblement. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. D'après vous, quelle est la cause de ce malaise? Vous savez, nous avons une classe politique qui n'a pas la maturité ou la force parfois de ses convictions. Les motivations qui font l'engagement des uns des autres sont assez diversifiées. Nous avions un projet, nous avons des idées claires, un objectif à atteindre. Cet objectif a été conquis au travers de l'accord du 31 décembre 2016, un accord auquel j'ai concouru en termes de négociations, d'écriture. Et aujourd'hui, il y a certains acteurs qui, pour des questions d'ordre personnel, ont considéré que la voie que nous avions empruntée n'était pas la bonne. Mais ce qui compte dans une démocratie, dans une lutte politique, ce n'est sans doute pas parfois les résultats. Ce qui compte, c'est la qualité du combat, les valeurs que l'on défend. Et les valeurs que nous défendons aujourd'hui étant celles de la démocratie, de la lutte contre la pauvreté de nos concitoyens, sortir ce pays de la misère et de la corruption, nous continuons à penser que ce combat mérite d'être poursuivi, nonobstant ces amis qui ont pris la décision de nous quitter. La valeur de ce combat est ce qui nous rassemble. Nous n'avons rien en commun parfois en tant qu'acteurs politiques parce que les engagements que nous avons dans le cadre de nos formations politiques sont quelquefois aux antipodes. Vous savez, moi je suis Envol. Au niveau de l'Envol, nous sommes un parti politique libéral et nous croyons à la liberté comme étant le ciment de la démocratie. Il y en a qui sont d'obédience plutôt sociodémocrate, mais au-delà de nos clivages, au-delà de nos divergences, ce qui nous a rassemblés, c'était de nous battre pour sauvegarder la démocratie qui a émergé à l'issue de l'accord de Sun City et qui a voulu que dans ce pays, qu'il n'y ait plus jamais de dictature, que dans ce pays, il n'y ait plus jamais de guerre civile qui soit fondée sur la contestation
de la légitimité. Et moi, je crois que ces raisons sont profondes, réelles, et méritent d'être poursuivies dans notre combat, et nous les poursuivons avec d'autres camarades. Baudouin, une question sur l'actualité. Oui, je reviens un peu à la question de Cheikh Fita pour demander à Genval, au mois de juin 2016, le rassemblement n'avait que 2 postes, président du comité de sages et coordination. J'imagine que c'est ça. C'est exact. Fallait-il restructurer le rassemblement en créant un poste de président du rassemblement, président du comité de sages? Est-ce que c'est pas ça, cette restructuration intempestive, si on peut dire, qui est à la base du problème? Il est bien évident que dans l'acte d'engagement de Genval, nous avions reconnu comme mécanisme de suivi des engagements de Genval le conseil de sages avec un président et puis une coordination des actions. Mais nous avions estimé qu'au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, il était nécessaire de procéder à un ajustement de l'organisation. Mais dans toute organisation, les partis qui les composent, et il y avait 9 plateformes au sein du rassemblement, de lors qu'elles conviennent, que ces plateformes conviennent de la nécessité de réformer, premier point, et 2, des modalités de cette réforme, et que 3, ils adoptent un addendum d'abord à l'acte d'engagement de Genval, et ensuite conviennent de mettre en œuvre un règlement intérieur qui traduit cela. Ça ne devrait pas poser problème. Les structures sont appelées à être dynamiques et à être suffisamment flexibles pour s'adapter à la réalité. Là n'est pas le problème. Et je vous rappellerai d'ailleurs que tous ceux qui, après, ont entrepris de pourfendre la réforme qui a été faite au niveau du rassemblement, ont au préalable participé à ces discussions et ont contribué à leur élaboration. Comment expliquer leur réaction? C'est une question de positionnement personnel. Lorsque dans le combat politique, on fait de son positionnement personnel l'alpha et l'oméga de son engagement et de l'action, il est bien évident que lorsque, dans une démarche, nos ambitions ne sont pas satisfaites, on se retrouve dans ce type de comportements grégaires qui n'ont rien d'utile pour la société. Ce qui est utile pour la société, c'est les corps de valeurs pour lesquels on doit se battre, c'est les objectifs que l'on doit atteindre en termes d'intérêt général. Et ces objectifs, eux, sont restés au niveau du rassemblement et sont au cœur du combat qui est le nôtre aujourd'hui. Merci bien, Monsieur Delis Sanga, pour ces explications, mais nous mettons les pieds dans l'actualité brûlante. Nous sommes avec vous ici à Bruxelles, mais hier, à Kinshasa, au Palais du Peuple, il y a eu une cérémonie de signature de l'arrangement particulier. Vous avez sûrement suivi, vous avez vos membres qui sont là-bas. Quelles sont les informations que vous avez et qu'est-ce que vous avez comme critique par rapport à ce qui s'est passé hier? D'abord, je pense que la majorité a revu ses calculs. Parce que lorsque le président de la République a procédé à la désignation, à la nomination d'un Premier ministre, nous avions relevé que l'accord du 31 décembre ne pouvait pas être mis en œuvre sans l'arrangement particulier. La majorité a fanfaronné pendant des semaines à dire que l'arrangement particulier était dépassé. Ils se sont donc ravisés pour dire, bon, finalement, il faut signer l'arrangement particulier. Mais en même temps, c'est une contradiction évidente. Comment est-ce que le président de la République a nommé un Premier ministre sans que l'arrangement particulier prévu dans l'accord ait été signé et en même temps prétendre que ce Premier ministre est nommé conformément à l'accord? Voilà une incohérence de fond qui apparaît au travers de cette manœuvre menée au sein de la majorité. N'empêche que l'idée de vouloir signer à tout prix cet arrangement particulier dans les conditions où cela a été signé est une négation de l'accord du 31 décembre parce que l'arrangement particulier avait été négocié dans toutes ses dispositions, ne posait problème que sur 2 points. Et ces 2 points, c'est la nomination du Premier ministre et c'est la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord. Et ces points ont été soumis au président de la République afin qu'il puisse appeler sa composante politique principalement à plus de responsabilités pour comprendre que les obstacles que celle-ci érigeait
pour un consensus sur ce point devait être levé. Mais plutôt que de cela, le président de la République n'a pas été ce rassembleur qu'il devait être. Il a été le grand commun diviseur parce que, au lieu de rassembler l'ensemble de la classe politique, il a divisé le rassemblement en sortant ce rassemblement tout droit du Palais de la Nation, qu'ils ont appelé je ne sais d'où, et de l'autre côté, en allant signer un arrangement particulier qui n'avait rien à voir avec celui que nous avions négocié et avec des acteurs qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient négocié l'arrangement particulier. Comment pouvons-nous expliquer que deux points sur lesquels il y avait un consensus absolu aujourd'hui soient révisés dans le cadre du document qui a été signé hier? Comment expliquer que lorsque l'on a des adversaires politiques avec lesquels on doit parler et que l'on négocie avec eux et qu'on convient qu'on doit signer un arrangement particulier, on se choisisse quelques individus pour pouvoir les représenter? Il faut comprendre que pour nous, on ne peut pas résoudre les vrais problèmes en apportant de fausses solutions. Ce qui s'est passé hier est une fausse solution aux problèmes qui se posent dans notre pays. La crise est toujours là, il y a une crise de légitimité, les institutions sont fin mandat et que cet accord devait être à la fois inclusif et global et engager tous les acteurs. Nous avons compris que pour la majorité, le président Joseph Kabila, il était question de pouvoir en sortir et ils en sont sortis par l'acte qu'ils ont posé hier. Monsieur Delis Sanga, vous êtes un juriste, si je ne m'abuse. Il me semble, oui. Ok. Et donc, le document d'hier, c'est un texte falsifié. Je dis que oui. La conséquence? Mais vous savez, les engagements tiennent du lieu de loi à ceux qui les ont conçus. À partir du moment où l'une des parties prenantes à cet accord, une partie essentielle, principale, que la majorité présidentielle, avec son autorité morale, Joseph Kabila, ont décidé de sortir de la logique de ce que nous avions conçu, ça veut dire qu'ils se sont inscrits dans la logique de persévérer et de rester au pouvoir au mépris de l'accord qui avait été trouvé le 31 décembre. Et ceci est très grave. Très grave pourquoi? Parce que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la population congolaise et voire même la communauté internationale se sont investis dans cet accord comme étant la feuille de route, la seule crédible pour sortir le pays de l'impasse. En décidant d'agir ainsi, ils ont privé le pays de pouvoir aller de manière apaisée vers la tenue des élections. Ils ont privé le pays du seul moyen qui lui restait de trouver une solution consensuelle et pacifique à la crise et ont jeté le pays dans le chaos. Ça, c'est une responsabilité qui était grave et qui est à imputer à la charge de la majorité et du président de la République. Je crois qu'ils auraient pu agir différemment s'ils avaient voulu une solution de paix dans ce pays. Nous en avions souvent douté, mais là nous avons la preuve que la paix n'est pas l'objectif premier de leur action politique. Baudouin? Le dialogue politique avait pour but de mettre en place une gestion consensuelle jusqu'à la tenue des élections. Est-ce qu'on peut dire, avec la signature hier de l'arrangement particulier, j'ajouterai l'adjectif de mon confrère Fita, falsifié, on peut dire que c'est fini cette gestion consensuelle? Non. Le but n'était pas de mettre en place une gestion consensuelle. Le but était de sécuriser le chemin qui mène le pays aux élections. Voilà. Oui, mais concrètement. Non, mais ça c'était une méprise sur l'engagement qui était le nôtre. Oui. On a voulu tourner que le rassemblement, nous étions là pour des postes. Non, nous étions là parce que nous voulions un processus électoral, crédible et transparent. Voyez-vous, nous n'avions pas besoin de négocier un accord pour gérer ensemble avec la majorité de Joseph Kabila. Cette majorité a échoué, a mené le pays à la débâcle. Lorsque vous suivez le discours devant le Congrès fait par le président de la République, qu'est-ce qu'il dit? Il souligne la débâcle sur le plan sécuritaire du pays. Il souligne la débâcle sur le plan économique. Il souligne la débâcle, la faillite financière du pays et la débâcle politique parce que nous n'avons pas d'institutions élues. Savez-vous qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de budget depuis plus de 4 mois? Nous sommes dans la situation qui a 16 ans.
Nous avons eu une gouvernance avec Joseph Kabila et sa majorité, 5 ans de gouvernement Matata pour ramener le pays à la faillite où nous sommes aujourd'hui. Nous avons ce pays qui était en voie de pacification et qui tout d'un coup voit le chaos s'aimer partout, à l'est, au centre, et même à Kinshasa, on voit l'insécurité augmenter. Nous avions les libertés publiques qui étaient davantage respectées, qui le sont de moins en moins. Et donc ce pays a reculé. Et vous croyez qu'on allait dire dans un accord, nous allons aller vers la tenue des élections et laisser la responsabilité à ceux qui avaient échoué aussi gravement, ceux qui reconnaissent même l'échec. La débâcle du régime de Joseph Kabila est soulignée par lui-même. Et donc on ne pouvait pas. C'était un moyen, non pas de partager le pouvoir, c'était une garantie à la tenue des élections. Une gestion consensuelle. Oui, gestion consensuelle. Mais ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était d'assurer la tenue des élections apaisées. Et pour y parvenir dans ce délai, il y avait des mécanismes. Et parmi ces mécanismes, il y avait une gestion consensuelle du gouvernement. Et il y avait le CENSA, le Conseil national de suivi de l'accord, qui sont en fait les éléments issus, entre autres, de ce que nous avions conçu à l'époque et que nous avions, au niveau du rassemblement, adopté comme approche avec le régime spécial. Il était question de dire, Joseph Kabila n'ayant plus de mandat, n'ayant plus de légitimité, le Parlement étant au niveau de l'Assemblée nationale fin mandat en février 2017, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir combler ces déficits de légitimité. Et donc nous avons trouvé le mode de gestion consensuelle au travers de cet accord qui a été sabordé par la majorité présidentielle. Que va-t-il se passer maintenant que cet accord est sabordé comme vous venez de le dire? Mais écoutez, cet accord a été sabordé, mais il a l'avantage au moins d'avoir jeté une feuille de route. Cet accord est aujourd'hui adopté au niveau de la communauté internationale, au niveau du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet accord est reconnu par l'ensemble de la population congolaise comme étant la seule feuille de route crédible. Et tout le monde aujourd'hui est, comment dirais-je, déçu de ce que la majorité ait pu se détourner de cet accord pour résoudre la crise. Et donc, ce que nous faisons, c'est de mobiliser la population pour obtenir le respect des acquis qu'il y a dans cet accord. Les acquis qu'il y a dans cet accord, ce n'était pas le gouvernement. Les acquis qu'il y a dans cet accord, c'est que la population dit, oui, nous allons aller aux élections, mais nous ne voulons pas de référendum pour une nouvelle constitution. Nous ne voulons pas d'une révision de la constitution. Nous ne voulons pas quoi que ce soit. Que les acteurs entreprennent de faire tout ce qu'ils veulent. La population veut deux choses. 1, la tenue des élections. 2, éviter qu'il y ait une révision de la Constitution et un référendum qui permette à ce que Joseph Kabila soit à nouveau président. Troisième élément, nous voulons que dans le délai imparti, que ces élections puissent avoir lieu. Et donc nous sommes en train de faire, voir avec nos partenaires au niveau extérieur, au niveau des Nations Unies, pour obtenir que tous les acteurs, y compris le président de la République, arrivent à respecter la lettre et l'esprit de cet accord qui n'ont pas été respectés. Et donc cette mobilisation continue et je pense que nous aurons l'adhésion de l'ensemble de la population congolaise et les échos qui nous parviennent de l'intérieur du pays. Et si on a observé une accalmie au sein de notre pays, c'est parce que les gens étaient confiants que cet accord serait appliqué. Monsieur Delis Sanga, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements. Avant de terminer notre émission, il y a un sujet d'actualité encore sur le Kasaï, mais avant d'en arriver au sujet du Kasaï, on vide un peu le problème de cette fameuse transition où Kabila a son premier ministre. Félix Tshisekedi, il ne pourra plus être premier ministre. S'il peut l'être, quand? Pour combien de temps? Parce que Kabila et son camp nous ont pris déjà 4 mois sur le 12 que nous avions. Mais vous savez, le problème n'est pas tant de dire Félix Tshisekedi doit être Premier ministre. Il ne faut pas personnaliser le problème. Nous avons construit... Bon, je peux changer. Le Premier ministre que vous avez choisi. Nous avons mis en place un mécanisme pour assurer la tenue des élections. Manifestement, pour Joseph Kabila et son camp, l'accord ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, il faut que la communauté internationale qui s'est approprié cet accord, qui considère que c'est la feuille de route, ensemble avec la population congolaise, tous mobilisés, nous devons en exiger l'application. Si cette application doit faire l'impasse sur la question gouvernementale,
Quoi de plus normal? À partir du moment où il y a des garanties équivalentes qui peuvent être fournies pour assurer la tenue des élections, mais aussi la décrispation politique. Parce qu'il faut éviter qu'on puisse aller à une élection qui soit une élection piégée complètement par ceux qui tiennent les manettes du pouvoir. Nous avons le cas de Moïse Katumbi. Il faut pouvoir permettre à ce candidat puisse aller aux élections. De même qu'il faut permettre à tous les autres qui veulent concourir à l'élection présidentielle. Nous avons les élections législatives. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans leur propre circonscription. Lorsque nous parlons de l'élection apaisée, nous ne parlons pas que du gouvernement. Nous parlons de conditions sécuritaires, de conditions de justice, de conditions d'égalité dans l'exercice de nos droits. Et donc, si ces conditions sont remplies, je pense que tout le monde devra se mobiliser pour aller vers les élections parce que, en fin de compte, ce qui compte dans notre pays, c'est que la plupart de nos concitoyens sont prêts pour une alternance en République démocratique du Congo et exigent d'aller voter dans des conditions de transparence absolue. Et alternance il faut alternative? Alternance. Nous pas alternative. Si les Congolais veulent qu'il y ait une alternative, ils l'exprimeront par voie de vote. Mais nous souhaitons que ce vote soit exprimé de la manière la plus claire par un exercice libre du droit de vote, avec un accès de tous les candidats aux médias, avec une liberté de circulation des candidats sur l'étendue du territoire national, d'où nous parlons de la décrispation. Parce que les gens se sont focalisés sur les 4 derniers mois sur la question du gouvernement. Mais l'accord du 31 décembre comportait 3 piliers. Il y avait ce gouvernement comme mécanisme de garantie pour aller aux élections. Il y avait la décrispation politique parce qu'il fallait ouvrir l'espace politique. Vous vous rendez compte, l'espace politique congolais aujourd'hui est encore fermé comme dans les années 99, les années noires du kabylisme lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, et le 20 mai, ou le 17 mai. Le 17 mai, 20 ans. 20 ans. Et 20 ans, ça suffit. 20 ans, on doit pouvoir dire stop. Aujourd'hui, nous revenons dans ces années noires où on a nié aux Congolais la liberté d'exercer les activités politiques, de s'exprimer, la liberté des médias, chose qui avait été conquise sous la dictature de Mobutu finissant. Aujourd'hui, nous voulons aller à des élections, mais que ce soit des élections libres. Alors ça, c'était le deuxième pilier, la décrispation. Et le troisième pilier, c'est sans doute l'organisation d'un processus électoral crédible. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le mécanisme du CENSA. Si on peut obtenir, parce qu'il faut que les Congolais les comprennent, nous ne nous battons pas pour le gouvernement. Si on peut obtenir des garanties équivalentes avec la contribution de la communauté internationale, la mobilisation du peuple congolais, il faudrait aller aux élections et il faudrait se mobiliser pour cela parce que nous avons des idées, nous avons un projet. Moi, dans mon parti, au niveau de l'Envol, nous avons tenu le congrès l'année dernière. Nous avons un congrès qui va se tenir au mois de juillet pour les questions électorales. Nous sommes prêts au sein de la plateforme, avec les autres pour aller aux élections. Il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que le rassemblement dans ces différentes composantes ne veut pas aller aux élections. Nous sommes prêts à aller à des élections et des élections libres et nous savons que nous pouvons les gagner. Mais nous refusons un processus électoral qui serait biaisé et qui ne serait que une pâle figure de ce que nous avons souhaité au niveau de l'accord. Monsieur Délice Sanga, j'aurais bien aimé terminer, mais là, vous me mettez la puce à l'oreille. Le 19 décembre 2016, à minuit, le mandat de M. Joseph Kabila s'est terminé. S'il y avait eu soulèvement populaire, il ne serait plus président. Tout le monde a cru aux négociations et il devait y avoir des concessions. Vous avez fait des concessions. Mais on a l'impression que Kabila, il a récupéré son mandat et il a récupéré la possibilité de mettre un premier ministre parce qu'il est là. À vous entendre parler, c'est comme s'il n'est pas sûr que vous gagnez ce combat-là contre lui. Et maintenant, vous dites, focalisons-nous sur les élections. Qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas encore vous dribbler, même dans l'organisation des élections? Et une sous-question, comme ça, pour gagner du temps, à voir ce qui se passe au Kasaï. Est-ce que ce n'est pas un calcul de M. Kabila pour que cet électorat qui lui est défavorable soit dispersé de telle sorte qu'il puisse donc s'en tirer sans lui ou son camp? Donc, tant bien que mal. Voilà. Vous savez, je m'excuse, c'était un peu trop de questions. Oui, non, ce qui doit pouvoir vous interpeller, c'est ceci. Il y a eu beaucoup de pays dans le monde qui ont été dans la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui.
totale déconfiture politique, pas d'institutions, insécurité généralisée, et pour lesquelles la communauté internationale a organisé un processus électoral, a aidé à l'organisation d'un processus électoral qui soit crédible et permette de mettre en place les institutions. Ça doit pouvoir vous interpeller. Ça fait depuis presque 20 ans maintenant que nous avons la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ce qui montre qu'il n'y a pas eu suffisamment de progrès en ce qui concerne la construction de l'État, de notre appareil sécuritaire pour pouvoir gérer les enjeux de la stabilité de notre pays. Maintenant que Joseph Kabila est à la fin de son mandat, ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas d'aller à des élections que Joseph Kabila et son camp organisent n'importe comment. Il s'agit d'en appeler à ce que les acquis qui sont dans l'accord puissent être renforcés au niveau de la communauté internationale et mobiliser le peuple congolais pour que, avec des garanties équivalentes que Joseph Kabila ne nous donne pas, que sa majorité ne nous donne pas, parce qu'on sait que tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est de pouvoir contrôler le processus électoral. Et qu'avec ce type de garanties, nous puissions avoir un processus électoral qui soit libre. Parce qu'on ne va pas passer notre temps dans la distraction où on dit nous voulons partager des responsabilités avec la majorité pour gérer le gouvernement. Tel n'est pas notre projet. Notre projet, comme mouvement démocratique, c'est de dire nous voulons aller aux élections. Mais est-ce qu'on peut aller à des élections sans transiter par le gouvernement? Je pense que c'est possible, à condition que les acquis qui sont dans l'accord puissent être consolidés par des garanties équivalentes qui permettent à ce que tous les acteurs, sur un même pied d'égalité, puissent concourir à ces élections. On a vu les gens organiser les élections et les perdre. La première des choses déjà, qui est un acquis, et je pense que sur laquelle personne ne veut revenir parce que le peuple congolais n'est pas prêt à cela, c'est que le président sortant ne sera pas candidat à sa propre succession. La deuxième, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. La troisième, c'est qu'il n'y a pas de révision de constitution. Sur pied de la même constitution, nous devons aller aux élections. Et nous avons des projets, nous avons des idées que nous allons proposer à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous voudrions d'un côté mobiliser le peuple congolais, dire que les acquis de cet accord, il faut en exiger le respect, et de l'autre côté mobiliser la communauté internationale pour qu'on obtienne de tous les acteurs le respect, parce que une instabilité du Congo, une insécurité du Congo, ce n'est pas que le Congo, c'est l'ensemble de la sous-région, c'est l'ensemble de l'Afrique qui serait secouée. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, qu'au titre de la prévention de cette situation, que tout le monde puisse s'impliquer pour obtenir le respect de l'accord. Nous allons progressivement atterrir, nous sommes vers la fin de notre émission. Et Baudouin, une ou deux petites questions avant que deux petites questions. La question de la fin. La première, c'est votre collègue du rassemblement, Dani Banzamagoba, président de la COR, qui a déclaré que Félix Tshisekedi doit maintenant être désigné comme président du Conseil national de suivi de l'accord. C'est juste pour avoir votre réaction, ça c'est la première question. Et deuxième question, c'est le front, front républicain, je crois, pour la défense de la Constitution. Ou quelque chose comme MLC, tout ça, ça, MLC. A signé l'accord aujourd'hui, l'arrangement particulier. Quelles sont vos réactions sur les deux questions? Vous savez, les acteurs politiques sont libres d'y aller. Je considère que la signature de cet arrangement particulier ne s'inscrit pas dans la droite ligne de l'accord que nous avions négocié. Non, mais et n'offre pas par rapport à la des garanties, je dis bien, oui, n'offre pas des garanties suffisantes pour un processus électoral apaisé et transparent. Donc nous allons toujours continuer à rechercher le respect de cet accord et surtout de ses acquis en vue d'obtenir des garanties équivalentes. C'est-à-dire que, en lieu et place d'un gouvernement que l'on a voulu ici, qu'est-ce que l'on a voulu sécuriser? En deux mots, on a voulu sécuriser d'abord qu'on pouvait avoir une chaîne de mobilisation de ressources qui puisse permettre le financement du cycle électoral. Deux, on veut que le fichier électoral, que les opérations de préparation des élections, la tenue des élections, se passent dans la transparence la plus absolue. Et trois, nous voudrions que l'accès de tous les acteurs, candidats, témoins, observateurs au cycle électoral, pour que celui-ci soit crédible, soit également garanti. Et il ne me semble pas impossible qu'avec le concours de la communauté internationale, que ces garanties puissent être obtenues, y compris en dehors du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des coins dans notre pays où des missions qui relèvent de la souveraineté du pays
sont exercées avec le concours puissant et fort de la communauté internationale, là où est déployée la MONUSCO pour sécuriser nos concitoyens. Et donc, on peut tout à fait imaginer que le mandat, par exemple, de la mission des Nations Unies puisse être adapté en période électorale pour pouvoir aider davantage à renforcer la transparence. Mais il y a un dossier au cœur de tout ceci, c'est celui de la décrispation, parce que une élection libre et démocratique suppose que tous les candidats aient été en condition d'y participer. Et donc, on ne peut pas exclure certains candidats sous des motifs fallacieux tirés de ceci ou cela. Si toutes ces questions, ces conditions sont réunies, à mon avis, le rassemblement aurait bien tort de ne pas pouvoir aller vers... Parce que je sais que c'est le piège dans lequel la majorité voudrait bien nous enfermer. Nous disons, respect de l'accord, donner des garanties équivalentes qui permettent de substituer à ces questions de gouvernement, qui est un gouvernement qui va échouer. Vous n'avez pas répondu à la question. Aller aux élections. Mais telle est votre question. Est-ce que vous dites que ça... Votre réaction sur la signature accomplie aujourd'hui par le Front républicain pour la défense de la Constitution? Non, le MLC qui pilote cette plateforme oui. a décidé de signer l'arrangement particulier oui. parce que pour lui, ça lui convient. Mais nous ne sommes pas, comme je l'ai souvent dit, dans un bal de nudistes où on dit, bon, on va tous se mettre nus sur une plage. Nous sommes dans un engagement politique. Nous considérons que cet arrangement particulier, tel que réécrit et discuté et signé, y compris par le Front, n'offre pas des garanties suffisantes pour sécuriser la voie vers les élections. Lorsque nous avons négocié l'accord, il n'était pas question, par exemple, pour que le CENSA, le président, les candidats soient transmis auprès du président de la République, après qu'on puisse les choisir, ainsi de suite. Ce n'était pas le cas. Les candidats devaient émaner de chacune des plateformes. Et ils ont réécrit l'engagement particulier, y compris là où on était déjà d'accord. Et donc vous comprenez qu'on ne peut pas être d'accord avec eux. Et nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais nous nous disons qu'à cela ne tienne, si aujourd'hui notre engagement est de faire appliquer l'accord, notre exigence n'est pas de participer au gouvernement. Notre exigence est de dire, si nous mettons en place des garanties équivalentes, et nous y travaillons pour obtenir des garanties équivalentes avec l'engagement du peuple congolais, parce que c'est un combat pour le peuple, et l'engagement de la communauté internationale, on peut arriver à un système qui permet d'aller vers les élections, mais pas des élections n'importe comment. Merci beaucoup, Monsieur Délice Sanga. Vous êtes président de l'Envol, vous êtes de la plateforme... Je reste un peu sur ma fin. Je n'ai pas entendu la réaction sur la déclaration de Dani Banza, qui a dit que Félix Tshisekedi doit être le président du Conseil national du suivi de l'accord. Est-ce qu'il a parlé en son nom ou au nom du rassemblement? Je vous donne ma position. Je ne considère pas qu'en l'état actuel de cet arrangement particulier tel qu'il a été fait, qu'il soit nécessaire que Félix Tshisekedi soit le président du Conseil national de suivi de l'accord. De la même manière qu'hier, il n'était pas nécessaire de passer par 3, 4, 5 sinon pour avoir un Premier ministre, je ne considère pas qu'on ait fait des progrès en voulant que le président soit issu d'un processus hyper compliqué qui passe par le tamisage au niveau de Joseph Kabila et ça revient au niveau des autres plateformes, ainsi de suite. Ça n'était pas ça la logique de l'arrangement particulier tel que nous l'avons négocié et tel qu'il devait offrir des garanties pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on a l'impression, tel que c'est appliqué, que c'est l'accord du 18 octobre, sans rien, sans plus. C'est pourquoi vous voudriez qu'on y soit. Nous disons aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver les garanties pour amener le pays aux élections, en assurant la décrispation du climat politique, en garantissant des élections libres, démocratiques et transparentes par les libertés publiques, et en sécurisant la mobilisation de ressources pour que le gouvernement demain ne nous dise pas, parce que je sais que ce gouvernement n'aura pas les moyens, ne nous dise pas demain qu'ils n'ont pas eu les moyens pour organiser les élections. Ça, nous refusons. Nous voudrions que ces élections puissent avoir lieu et c'est pour cela que nous mobilisons nos concitoyens, les Congolais, la communauté internationale, afin qu'une solution pacifique sur pied de l'accord puisse être entreprise le plus rapidement possible. Merci bien, M. Délice Sanga, de vous être livré à ce jeu de questions-réponses avec congoindépendant.com et chekfitanews.net. La dernière question avec laquelle nous allons clôturer notre émission. Je vous ai bien suivi. Et finalement,
vous n'avez plus que deux jokers, la communauté internationale et le peuple. Durant les 7 mois qui restent, comment allez-vous faire? On n'en avait pas 3 avant. On a toujours œuvré et avec les Congolais et la communauté internationale. Et nos partenaires de la majorité qui sont en errance. Et nous avons toujours œuvré ensemble. Donc ça ne change pas. Quand vous dites qu'il nous reste 2 jokers, c'est comme si on en avait perdu un autre. Bon, là n'est pas l'essentiel du problème. Mais en fait, peut-être que je peux reprendre ma question sous d'autres mots. Vous avez beaucoup parlé de la communauté internationale. Vous avez beaucoup parlé du peuple. 4 mois se sont écoulés. Il reste 7 ou 8 mois. Pensez-vous être en mesure de mobiliser la communauté internationale et le peuple congolais pour qu'enfin on ait ces élections? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le processus d'enrôlement qui est en train de se dérouler. Comme nous l'avions convenu au niveau de l'accord, il faut que celui-ci soit livré à une première évaluation. Et ensuite, il y a la problématique du calendrier électoral, du financement du cycle électoral, la décrispation politique. Il faut que tout le monde soit mobilisé là-dessus. Et moi, je crois, dans les contacts que nous avons avec les uns les autres, et par rapport à la mobilisation du peuple congolais, qu'on peut aller effectivement vers la tenue de ces élections pour ceux qui veulent y aller. Mais il faut que les Congolais relativisent tout. Nous avons souvent l'impression que nous qui sommes engagés en politique, nous sommes les seuls acteurs de la situation. Si nous avons voulu une solution pacifique au 19 décembre 2016, c'est parce qu'on a évité un bain de sang qui était prévisible. Mais aujourd'hui, puisque tout le monde s'est délié de ses engagements, il n'est pas exclu qu'il y ait des Congolais qui, pour eux, l'article 64 voudrait dire qu'ils se mobilisent autrement pour chasser tous ceux qui sont là afin qu'une autre solution soit déployée. Donc voyez-vous, la perspective, le champ d'action n'est pas limité qu'à nous qui voulons une solution pacifique. Il y en a d'autres. La misère des Congolais, la pauvreté dans nos cités, dans nos quartiers aujourd'hui est telle que le peuple congolais en a marre de ce qui se passe, que le peuple congolais est au bout du souffle. Vous savez, lorsque vous êtes payé $100 sur pied d'un budget qui était à 950, alors que le taux de change est à 1400, comme c'est le cas aujourd'hui, et que vous payez les loyers autour de 1500, alors je peux vous assurer qu'au-delà de la politique, il y a un vrai problème social. Ceux qui se révoltent dans nos provinces, que ce soit au Kasaï ou que ce soit dans l'Ituri, ne se révoltent pas parce qu'ils veulent voir tel comme Premier ministre ou tel comme ministre, ils se révoltent parce qu'ils en ont marre de la situation qui se passe au quotidien. Et donc je dis, on devrait avoir tous la responsabilité de dire qu'une solution pacifique est la meilleure des solutions, mais hélas, nous ne sommes pas les seuls acteurs de la scène politique congolaise. Merci beaucoup, monsieur. Et rappelez-vous, oui, je vous ai dit tout à l'heure, dernier mot, rappelez-vous, en 1997, ceux qui dirigent aujourd'hui ne sont pas venus par la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, ceux qui avaient décidé de rentrer dans le lard, c'est parce qu'ils en avaient aussi eu marre. Moi, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas deuxième fois, mais je dis que... Vous pressentez que d'autres pourraient le faire? Non, je pressens que la colère, la réprobation, la misère de la population est telle qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui soient d'accord en toute liberté avec ce qui est entrepris par la majorité. Il y en a très peu en toute liberté. Et donc, c'est une situation qui reste déplorable. En Angola, aujourd'hui, vous avez un camp de réfugiés des Congolais. Il y a plus de 15 000 réfugiés en Angola. Vous avez à peu près du Kasaï, traverse chaque jour 500 à 600 Congolais pour aller se réfugier en Angola. Est-ce que c'est une perspective heureuse, ça, pour un peuple? Je ne le pense pas. Donc je crois que tout le monde devrait se ressaisir, qu'on applique l'accord, qu'on aille aux élections, et la communauté internationale avec nous. Parce que, vous savez, une situation de conflit est toujours plus difficile et plus onéreuse à gérer, plus chère, coûteuse, qu'une situation de paix qu'on a prévenue. Nous vous remercions, M. Delis Sanga, pour avoir accepté l'émission La R et le Congo-Kinshasa de Bruxelles. Nous remercions également notre réalisateur, M. Gérard Kanabassa, grâce à qui ces images vous parviennent. Mais vraiment, avant de nous séparer, il se pourrait qu'il y ait
quelque chose qu'on ne vous a pas demandé, que vous auriez pu dire en une minute. Que pouvez-vous dire à nos lecteurs, ou à nos téléspectateurs et aux Congolais? Aux Congolais, je leur dis de garder la foi dans l'action, de garder la foi dans le rassemblement, de continuer à se mobiliser. À mes compatriotes du Kasaï, je dis que le drame qui nous arrive ne restera pas aussi impuni comme c'est le cas, et nous exigeons une enquête internationale indépendante et que les organes les plus habilités au niveau international puissent se saisir de ce drame et de cette tragédie qui s'est passée au niveau du Kasaï et qui n'a fait que trop nous endeuiller. Et le Kasaï n'acceptera pas qu'une élection ait lieu au Congo où nous serons les exclus. Je suis élu du territoire de Luiza dans la province du Kasaï central. J'entends l'écho de nos électeurs, le pleur de mes électeurs exiger que la paix, la sécurité reviennent dans cette partie de notre pays, mais aussi qu'ils puissent être en toute liberté les électeurs pour les élections de demain et faire la décision collective que la nation a à faire et le rendez-vous que nous avons avec l'histoire. Donc je crois dans notre pays, il faut que les gens restent mobilisés. Merci beaucoup, M. Délicé Sanga. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'était donc l'émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles avec comme invité aujourd'hui M. Délicé Sanga, président du parti politique Envol et de la plateforme AR et qui est également membre du rassemblement. Encore une fois, merci à vous. Merci beaucoup, Baudouin Ambawechi, et à la prochaine émission.